Donc nous allons faire un examen critique des arguments évolutionnistes, et je dirais même plutôt de l'argumentation évolutionniste. C'est-à-dire que je ne vais pas faire comme John Sanford, André Reagan, c'est-à-dire descendre dans le contenu scientifique des arguments, mais plutôt dans la valeur démonstrative de ces mêmes arguments. Donc c'est de toute façon ma casquette de philosophe qui va intervenir aujourd'hui. Alors, une chose que vous avez déjà compris, puisque ça a été dit par d'autres, mais qui est extrêmement importante. Il faut comprendre qu'à l'époque de Lamarck, parce qu'on parle beaucoup de Darwin, mais il faut savoir que c'est quand même un Français, bien avant Darwin, qui a donné une lecture scientifique de la théorie de l'évolution. Et donc, au temps de Lamarck et de Darwin, la génétique n'existait pas. C'est-à-dire que ces gens parlaient de quelque chose dont ils ne savaient rien. Parce que l'évolution, c'est quand même lié à la descendance. Alors, les idées sur la fécondation étaient extrêmement sommaires à l'époque. Elle était au XVIIIe siècle, mais ça n'est qu'avec les progrès de la microscopie qu'on a vraiment avancé dans ce domaine. Et donc, on pouvait croire possible tout ce qui était vraisemblable. Donc, Lamarck 1802, Darwin 1859, ça fait quand même un siècle et demi, 2 siècles que ça s'est passé. Donc, il est normal que de très fins observateurs, Lamarck et Darwin sont de grands savants, mais on ne peut pas leur reprocher, évidemment, de n'avoir pas pris en compte ce que nous savons aujourd'hui. Alors, la citation de William Thomson que vous avez à l'écran est très intéressante parce que William Thomson était biologiste en chef du Commonwealth, membre de la Royal Society, donc un biologiste de premier niveau, si l'on peut dire. Et en 1959, c'était le centenaire du livre de Darwin, L'origine des espèces. Donc pour préparer une édition pour le centenaire, un éditeur anglais, Longman, a demandé, voulait un biologiste pour faire la préface. Et alors, il s'est passé une chose qui n'arrive jamais dans l'histoire des sciences. En général, le préfacier, c'est quelqu'un qui encense le livre. Et là, Thomson a dit à l'éditeur, qui a accepté, ça c'est remarquable, écoutez, je veux bien faire une préface, mais ça sera une préface critique. Et c'est un texte de 20 pages qui est remarquable. Et si vous voulez... Alors, ça a été traduit en français. D'ailleurs, vous le trouvez sur le site du CEP, si vous voulez. Et je retiendrai simplement ici une phrase de William Thomson, biologiste en chef du Commonwealth. Puisque personne ne m'a expliqué de façon satisfaisante comment l'évolution pouvait se produire, je ne me sens pas contraint de dire qu'elle s'est produite. Donc voilà l'esprit scientifique, le vrai. C'est-à-dire, il ne faut pas aller au-delà de ce dont on a les preuves. Il faut faire toujours attention. C'est très dangereux de raisonner, c'est très dangereux d'être savant, et il faut faire attention à ne pas affirmer plus que ce qu'on est en droit rationnellement d'affirmer. Donc voici, nous allons aborder quatre parties, justement défauts d'argumentation dans la théorie évolutionniste. Donc les glissements de sens, c'est-à-dire quand on change un petit peu le sens des mots, et du coup on ne sait plus ce qu'on dit. Les présupposés inexacts, donc c'est quand, justement, comme le disait Fénelon, on raisonne juste, mais à partir de présupposés inexacts. C'est la façon la plus commune de se tromper. C'est pas de faire des erreurs de raisonnement, mais c'est de partir d'une mauvaise base de départ. Alors, il y a aussi les raisonnements faux, forcément. Et puis, il y a, puisque la science est une chose humaine, bien évidemment, là, il y a malheureusement des aspects humains dans l'histoire des sciences dont nous allons parler. Alors, les glissements de sens. Alors, le premier glissement de sens qui est absolument fondamental, c'est le glissement de sens sur le mot évolution. Le langage scientifique se distingue du langage ordinaire par la précision et la constance du sens des mots qu'on emploie. Et à partir du moment où le même mot a deux sens différents,
on n'est plus dans la science. Surtout si on se sert de ce qu'on constate avec le sens d'un mot pour justifier ce qu'on veut affirmer avec l'autre sens du mot. Alors en l'occurrence, évidemment, les deux mots dont je veux parler, c'est microévolution et macroévolution. Bon, la microévolution, on en a parlé beaucoup de toute la journée, hein, c'est principalement les mutations, hein, ce qui arrive quand de petits changements se produisent, des changements héréditaires, parce que ça concerne le génome. Mais la microévolution est limitée ce qu'on appelle les caractères secondaires, hein, comme la couleur et la forme. Hein, d'ailleurs, les lois de Mendel portent sur ces caractères secondaires. Hein, alors que la macroévolution, ce qui a une importance sur le plan métaphysique, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, c'est la macroévolution. C'est l'apparition d'un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue. C'est ça l'évolution. Pour que le mot ait une portée sociale, une portée intellectuelle importante, c'est de cette évolution-là dont on doit parler. Or, cette évolution-là, donc l'apparition la naissance dans une lignée d'êtres aveugles d'un être qui voit, hein, c'est-à-dire un organe nouveau. On a vu ce matin qu'un poisson pouvait devenir aveugle, c'est-à-dire perdre un poisson des profondeurs, perdre la vision dont il n'a pas l'usage. Ça, c'est une délétion, ça n'est pas l'évolution. L'évolution telle qu'elle est vendue, c'est une évolution progressive. Hein. Quand on est dans la dévolution, on n'est pas dans l'évolution. Alors, le problème de la macroévolution, c'est qu'à la différence de l'autre, la microévolution, ça n'a jamais été observé. Et non seulement ça n'a jamais été observé, et là on peut remercier John Zanford de nous avoir donné plein d'exemples, mais on n'arrive même pas à montrer comment ça serait possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de rien, hein, la macroévolution. Alors, donc ça c'est le glissement de sens majeur, c'est-à-dire on vous vend pour justifier la macroévolution plein de faits indiscutables qui ressortent de la microévolution. En réalité, il ne faudrait pas utiliser... En science, on ne devrait pas utiliser le mot évolution. À partir du moment où le mot n'a pas un sens précis, limité, constant, il ne faut pas l'utiliser. Forcément, on va se tromper. Alors, un autre exemple, mais je passerai rapidement, c'est homo. Le mot homo, l'homo sapiens, est-ce que homo est un genre ou est-ce que homo est une espèce? Alors, par exemple, à une époque, on vendait l'homme de Néandertal pour être l'intermédiaire entre l'homme et le singe. Donc on l'appelait Homo néandertalensis. Donc ça fait Homo est un genre. Dans ce genre, on a l'Homo sapiens et l'Homo néandertalensis. Et puis évidemment, l'homme de Néandertal, d'une part, on en trouve beaucoup. Il a une capacité crânienne plutôt supérieure à la nôtre. Manifestement, c'était un être religieux. On trouve des signes il enterre ses morts d'une manière symbolique, etc. Donc, au bout d'un certain temps, on a fini par dire non, c'est quand même pas, c'est un Homo sapiens. Et donc maintenant, on vous dit, c'est Homo sapiens néandertalensis. Donc à ce moment-là, Homo sapiens, bon, ça devient une espèce. Alors est-ce que, parce que si c'est une espèce, à ce moment-là, il y a interfécondité. Alors je ne suis pas paléontologiste, mais apparemment il y en a qui prétendent qu'il y a des croisements entre le néandertalien et le sapiens. Et comme l'avait dit très bien un orateur hier, si l'homme de Néandertal avait été mais habillé proprement dans la salle, personne ne s'en rendrait compte. D'ailleurs, j'ai un ami dentiste qui considère que qui s'y connaît très bien en anatomie et en paléontologie humaine, et qui considère que la châtelaine de son village a typiquement un faciès néandertalien. Il ne lui a pas dit, hein, je vous rassure tout de suite. Alors, un exemple de glissement de sens aussi intéressant, c'est celui de la phalène du bouleau. Alors, parce que l'évolution, ça s'enseigne dans les manuels. Non, je veux dire, j'en parle peut-être de façon légère, mais c'est une question dramatique. C'est-à-dire que les manuels de science devraient être des manuels où on apprend à raisonner, des manuels où on cherche la vérité. Or, on vous vend comme
exemple d'évolution dans les manuels, alors ce qui prouve qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. La phaline du bouleau. Alors qu'est-ce que c'est la phaline du bouleau, hein, la preuve qui manquait à Darwin. Donc c'est un papillon de nuit, et il y a une forme claire et une forme obscure. Et à l'époque, alors les observations étaient faites dans la région de Manchester, à l'époque de la révolution industrielle, où on avait beaucoup de fumée au charbon, paraît-il, les bouleaux, alors la phaline du bouleau, justement, elle vit sur le bouleau, et donc c'est une proie pour les oiseaux, et on a dit, eh bien, la forme noire est devenue dominante, alors qu'avant elle était moins nombreuse, parce que, évidemment, comme les bouleaux sont devenus plus sombres, le bouleau est plutôt blanc par nature, ils sont devenus plus sombres, donc les papillons voient mieux maintenant les papillons blancs, donc la prédation sur les papillons blancs est plus facile que sur les papillons noirs. Alors, cette théorie, il y a beaucoup de critiques, parce que en réalité, apparemment, les oiseaux attrapent les papillons en vol, donc que ce soit sur un bouleau gris ou noir ou un bouleau blanc, je ne vois pas très bien. Alors, enfin, toujours est-il que l'idée est la suivante. C'est l'exemple parfait de la sélection naturelle, parce que quand les bouleaux étaient sombres, les papillons noirs ont mieux survécu, hein, donc ils étaient plus aptes à survivre puisqu'on les voyait moins, et donc les papillons blancs étaient moins camouflés, et donc ils ont diminué. Et puis quand on a changé de combustible, on a envoyé moins de poussière de charbon dans l'air, et à ce moment-là, étonnamment, la forme blanche est redevenue dominante. Alors, voilà ce qui s'est passé. Quel est le rapport avec l'évolution? Aucun. Aucun. L'évolution, je dis, apparition d'un organe nouveau, hein, d'une nouveauté, d'une information nouvelle dans le génome, ou d'un organe nouveau dans l'apparence de l'être vivant. On avait une espèce de papillon avec 2 variétés. Alors la pluralité des variétés dans une espèce, c'est permanent, c'est constant. Enfin, que ce soit, si on aime parler des espèces de chiens, où c'est prodigieux. Et donc, on a une forme noire qui était moins fréquente, qui est devenue dominante, et puis elle est redevenue dominée aujourd'hui. Donc, rien ne s'est passé. C'est une simple variation démographique qui n'a rien à voir avec l'évolution. Rien de nouveau n'est apparu, et c'est ça qui est vendu dans les manuels comme la preuve qui manquait à Darwin. Donc c'est quand même prodigieux, hein, qu'on puisse vendre ça comme une preuve de l'évolution. Alors un autre glissement de sens important, c'est est-ce que l'évolution c'est fait ou théorie? Parce que quand on vous dit, justement, la théorie de l'évolution, ça ne vaut rien, puisque vous voyez, la preuve que la phaline du bouleau, c'est hors sujet. Alors, la réponse est oui, mais l'évolution, c'est un fait. Donc, les faits se constatent et ne se démontrent pas. Alors, le problème, c'est que l'évolution, on ne la constate pas, justement. Autrement dit, quand on objecte qu'on ne l'a pas constaté, qu'on n'a jamais vu apparaître un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue, à ce moment-là, on vous dit oui, mais la théorie, l'évolution, c'est pas un fait, c'est une théorie. Ce qui compte, c'est la théorie de l'évolution. Alors, il y a deux, Earl Zadmary et John Maynard Smith, donc, qui sont 2 biologistes qui enseignent à Harvard, qui sont titulaires d'une chaire d'évolution des êtres organisés. Alors, l'un des 2 n'enseigne plus parce qu'il est mort maintenant, c'est John Maynard Smith, qui était un Anglais, et Earl Zadmary est un Hongrois. Mais il y a cette phrase extraordinaire qu'ils ont co-signée dans un article de Nature. Il n'existe aucun fondement théorique pour penser que les lignées évolutives deviennent plus complexes avec le temps. Donc là, c'est bien la macroévolution, c'est l'apparition d'une complexité qui n'existait pas avant, hein, d'une nouveauté qui n'existait pas avant. Donc, mais pour cette apparition de complexité dans une lignée, il n'existe aucun fondement théorique, ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit.
ça veut dire que non seulement on ne l'a jamais constaté, mais en plus, aucune importance théorique, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer comment ça serait possible. Hein, mais une chose peut être possible même si on n'a pas encore la preuve. Et elle peut être possible, et on peut démontrer que c'est possible. Et, par exemple, on peut dire bien un certain type de mutation qu'on n'a pas encore constaté est possible, et on va faire des expériences pour essayer de la constater. Mais là, rien de rien. Hein, parce que aucun fondement théorique, ni aucune donnée empirique, ça veut dire rien de rien. C'est-à-dire ni un fait, ni une théorie, donc c'est rien. Donc qu'on vous la vende comme fait ou comme théorie, ça ne sert à rien. Là, une petite image pour reposer. Alors évidemment, je ne sais pas si les plus jeunes parmi vous comprennent l'humour de ce dessin, que j'aime beaucoup. Mais alors, bon, c'est un savant qui observe sur un site archéologique un symbole bien connu de Fauciller le marteau. Donc c'est un symbole qui a été utilisé par un parti qui prêchait l'athéisme. Et l'interprétation, c'est exactement comme on trouve des signes de religion chez l'Homo sapiens. Hein, on voit des dispositions d'objets de manière symbolique, intentionnelle, etc. Et donc évidemment, incontestablement, la disposition de la faucille et du marteau manifeste une ébauche d'éveil religieux. Donc évidemment, c'est une interprétation, hein, mais ça vaut ce que vaut une interprétation. Alors ça, c'est très important, parce que très souvent, au nom d'un fait, c'est l'interprétation qu'on vous vend. Alors ça n'est pas parce qu'on peut interpréter avec une théorie évolutionniste un fait que la théorie est vraie. Hein, on peut interpréter plein de choses avec une théorie fausse. Hein. Et à la limite, pour qu'une théorie soit vraie, parce qu'il permet d'interpréter un fait, alors ça c'est une idée que je tiens de Maurice Allais, qui est un prix Nobel d'économie, et qui est un très bon scientifique. Et il disait, mais pour qu'une théorie soit vraie, il ne suffit pas qu'elle interprète les faits, et pour être sûr qu'elle est vraie, il faudrait pouvoir démontrer qu'elle est la seule à interpréter le fait. Et ça, c'est jamais possible. On ne peut pas démontrer qu'une théorie est la seule à interpréter les faits. Alors, exemple de glissement de sens intéressant, c'est que le mot nature, pendant très longtemps, a désigné la collection des êtres vivants. Donc on avait, par exemple, vous avez le muséum d'histoire naturelle, on avait les cours de sciences naturelles, mais c'est des sciences des êtres vivants. Et puis, à partir de là, c'est surtout Lamarck qui a lancé le mouvement. C'est peut-être plus ancien parce qu'on le trouve déjà un petit peu. Même Spinoza avait cette expression, donc un philosophe du XVIIe siècle, qui parlait de Deus sive natura, Dieu ou la nature. Donc Dieu, sujet agissant, et la nature, sujet agissant. Alors Lamarck a une formule intéressante, hein, donc en l'an 8, c'est-à-dire en 1800, hein, 2 ans avant qu'il publie sa philosophie zoologique, il dit « Il paraît, comme je l'ai déjà dit, que du temps et des circonstances favorables sont les 2 principaux moyens que la nature emploie pour donner l'existence à toutes ses productions. Du temps et des circonstances favorables. Et après, tout est possible. » Alors, on sait que le temps n'a point de limite pour elle, donc c'était le début des chronologies longues, et qu'en conséquence, elle l'a toujours à sa disposition. Alors, vous avez vu avec John Sanford que même avec beaucoup de temps, non, c'est pas suffisant. Bon. Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert encore chaque jour pour varier ses productions, on peut dire qu'elles sont en quelque sorte inépuisables. Lamarck, c'est un très grand savant. Hein. Je veux dire, cette phrase ne vaut rien sur le plan de la science. C'est de la littérature, c'est de la science-fiction, c'est tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas un énoncé acceptable dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la science. Seulement, on vivait à l'époque, on vivait à une époque beaucoup plus où les intellectuels à la fois étaient des hommes de lettres, étaient d'ailleurs très cultivés,
Et donc, aimer aussi faire de belles phrases. C'est une belle phrase, hein, il faut quand même reconnaître le mérite. Et il y a eu une chose à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que Lamarck était nommé au Muséum d'histoire naturelle, c'était le spécialiste des mollusques. Alors, quand vous regardez une limace, un escargot, etc., vous vous rendez compte qu'on peut permettre des déformations absolument extraordinaires de l'animal sans le torturer. Donc, cette idée, c'est que le cou de la girafe s'allonge parce que la girafe tire dessus pour attraper les feuilles des arbres de plus en plus haut, hein, qui est l'idée que la fonction... Alors, il y a l'idée que la fonction crée l'organe, et l'idée que l'usage renforce l'organe. Donc, le cou s'allonge. Ça, c'est vrai quand c'est un invertébré. Mais chez un vertébré, pour allonger le cou, il ne suffit pas de tirer dessus. Hein, il y a une grande différence entre une limace et une girafe. Et je pense que Lamarck, influencé par ses capacités professionnelles sur les mollusques, il s'est laissé avoir, si vous voulez. Il faut excuser les grands ancêtres. Hein, c'est important. C'est pas, la question n'est pas d'attaquer les personnes. Enfin, c'est des gens, d'ailleurs, il y a des épisodes vraiment émouvants dans la vie de Lamarck, parce qu'il a eu tous les malheurs du monde au moment de la Révolution. Enfin, il a vécu très pauvrement. Enfin, parfois, il n'osait pas se rendre aux séances de l'Académie parce qu'il n'avait pas de chaussures. Donc, je veux dire, c'est l'homme et l'homme. Donc, il faut avoir conscience, évidemment, des limites de l'homme. Alors, maintenant, nous changeons, nous quittons les glissements de sens et nous arrivons dans les présupposés inexacts. Alors, le temps comme cause, ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Hein, et je vais vous lire, alors ça c'est presque aussi beau que la phrase de Lamarck de tout à l'heure, et c'est signé par Georges Wald, qui est un prix Nobel de chimie. Hein, donc, attention. Hein. Alors, la durée avec laquelle nous avons ici affaire, alors ici affaire, c'est l'origine de la vie par les expériences de type Miller dont on a parlé hier. La durée avec laquelle nous avons ici affaire est de l'ordre de 2 milliards d'années. Et partant, cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine. Évidemment, l'expérience humaine, c'est maximum 100 ans. Ce qu'on observe pendant 100 ans, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur un phénomène qui a duré 2 milliards d'années? En un temps si long, l'impossible devient possible. Et le possible, probable. Et le probable, virtuellement certain, il suffit d'attendre. Le temps accomplira tout seul le miracle. Signé Georges Wald, prix Nobel. Alors, le problème est suivant. Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est de la science-fiction, si vous voulez? On voit bien que c'est perçu comme de la science. C'est prononcé par un grand homme de science. Mais on est en dehors de la science. Alors ça, mais cette idée que le temps est une cause, c'est une idée extrêmement répandue. Et c'est fondamental, parce que justement, il suffit attendre ne change rien. Et c'est assez intéressant parce que, alors, il y a toujours eu des biologistes anti-évolutionnistes, même ayant cru aux chronologies longues. Et je pense à des gens comme Vialton ou Bounour, par exemple, au XXe siècle. Mais pour eux, l'évolution, si elle avait eu lieu, était un phénomène biologique qui doit trouver une cause biologique. Le temps ne change rien, si vous voulez. Si vous êtes vendeur de voitures, si vous le vendez, vous ne vendez pas de voiture une journée. Vous avez vendu 0 voiture. Puis, malheureusement, au bout de la semaine, toujours 0 voiture vendue. Bon. Et si ça continue comme ça longtemps, ça sera toujours 0 voiture. 0 multiplié par l'infini, alors évidemment, les mathématiciens vont dire, oui, mais parfois 0 par l'infini, ça peut être autre chose que 0, mais dans la réalité, si on loupe toutes ces ventes, eh bien, on n'a rien vendu. Hein, et il suffit d'attendre. Non, c'est pas vrai. Alors, il y a aussi un point très important, c'est que les évolutionnistes, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup aux chimpanzés, c'est qu'ils s'intéressent aux ressemblances. Hein, et vous voyez, l'homme et le singe, alors, ça, que l'homme et le singe se ressemblent, ça se sait depuis Aristote, enfin, et certainement même depuis avant,
sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de singes en Europe, donc c'est devenu une curiosité d'avoir un chimpanzé dans sa ménagerie à partir du XVIIIe siècle. Mais le mot singer veut dire imiter en langue française. Donc la ressemblance entre l'homme et le singe, elle est connue depuis toujours. Maintenant, s'il s'agit d'évolution, l'évolution, c'est l'apparition d'une nouveauté dans une lignée évolutive. Donc c'est une différence. Donc il faudrait expliquer les différences. C'est pas les ressemblances entre... pardon, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des ressemblances entre l'homme et la banane. Apparemment 50% du génome. C'est quand même pas mal, 50%. Seulement, si on veut comprendre ce qu'est une banane et ce qu'est un homme, c'est pas la ressemblance de 50% du génome qui va nous avancer. Manifestement, c'est la différence qui est importante. Et donc, entre l'homme et le singe, vous savez que la parole est le propre de l'homme. Et le singe ne peut pas parler. Non seulement le singe ne parle pas, mais il n'a pas de larynx, donc il ne peut pas articuler. Donc, parce qu'il y a des psychologues américains, vous savez, qui ont élevé un petit chimpanzé avec leur enfant, pour qu'il accompagne l'enfant du même âge et voir si le chimpanzé apprendrait à parler, si vous voulez. Puis non, ça n'a jamais marché, parce que de toute façon, le chimpanzé n'a pas les organes phonatoires permettant de le faire. Alors, ça, c'est les fossiles et l'évolution, ça c'est très important, parce que pour l'homme de la rue, la preuve de l'évolution, c'est les fossiles. Enfin, je veux dire, à 80%, si on fait un sondage, peut-être même dans cette salle, je veux dire, l'argument massu pour l'évolution, c'est les fossiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Darwin, les fossiles, c'était l'argument le plus obvi contre sa théorie. Pourquoi ? Parce que l'idée de Darwin, c'est que les espèces n'existent pas. Il n'y a que des individus. Donc, alors on rencontre des individus qu'on voit passer, et les individus sont en transit entre un ancêtre lointain, inconnu, et une forme future inimaginable, mais différente de la forme actuelle. Donc, il n'y a que des êtres en transit entre des formes anciennes et des formes futures, et il n'y a pas d'espèces. Alors, c'est vrai que les naturalistes ont tendance à classer les animaux en espèces. On dit des chiens, des chats, des lions, des souris, etc. Mais ça, c'est par commodité de langage. Mais ça n'est pas une réalité objective. Bon, ça, c'est la théorie de Darwin. Les espèces n'existent pas. D'ailleurs, il se plaint un jour dans c'est une lettre à Asa Gray, qui était un biologiste américain. Il se plaint des naturalistes qui s'entêtent à croire qu'une espèce est une entité. Alors, je n'irai pas plus loin, mais Darwin écrit dans son livre fondamental, il est certain que la géologie ne révèle pas une telle chaîne organique parfaitement graduée, et c'est peut-être l'objection la plus obvie et la plus sérieuse qu'on puisse faire à ma théorie. Autrement dit, ce qui, dans le grand public, passe pour la preuve de l'évolution, était, dans l'esprit de Darwin, la preuve du contraire. Alors, ça, c'était à l'époque de Darwin. Mais évidemment, Darwin avait la solution. Il avait dit, mais c'est parce qu'on n'a pas assez creusé. Creusons, et nous allons trouver les intermédiaires. Parce que, normalement, dans l'esprit de Darwin, il devrait y avoir 100 fois plus d'intermédiaires que d'espèces stabilisées. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On a des espèces fossiles aussi faciles à décrire, aussi faciles à classer taxonomiquement que les espèces vivantes, et en utilisant d'ailleurs en général les mêmes critères. Alors, là je cite Stanley, qui est un paléontologiste américain connu, vous voyez, spécialiste de macroévolution, puisqu'il signe un livre Macroévolution. Et en 79, donc 120 ans après Darwin, il dit « Les gisements fossiles connus », parce que heureusement, il y a les inconnus qu'on n'a pas encore, donc on n'a pas encore creusé assez, hein, mais enfin malgré tout, les gisements fossiles connus, 120 ans après Darwin, ne fournissent pas un seul exemple témoignant de l'évolution phylétique en train d'accomplir une transition morphologique majeure. Vous admirerez quand même le langage, hein, c'est bien dit, là.
et n'offre donc aucune preuve de la validité du modèle gradualiste. Ça veut dire rien, pas un seul exemple, aucune preuve. Et moyennant quoi, on fait un livre sur la macroévolution. Alors, un présupposé inexact très intéressant, c'était c'est l'histoire des mutations, parce que en 1892 apparaissent les expériences de Weissmann. Alors, Weissmann a fait l'expérience qui consistait à couper la queue des souriceaux de façon à ce que cette queue n'ait pas de fonction, puisqu'elle n'existait plus. Parce que dans la loi, une des lois de Lamarck, c'est la loi de l'usage et du non-usage. C'est-à-dire que l'organe qui n'est pas utilisé s'atrophie et puis il disparaît. D'ailleurs, un petit peu comme l'exemple qu'on a donné de l'oiseau, le poisson des profondeurs qui perd son œil. Donc l'idée, c'était de montrer, de faire apparaître. Alors l'intérêt des souris, c'est que ça se reproduit très vite. Vous savez, c'est pour ça que dans le laboratoire, on fait beaucoup de choses sur les souris. Enfin, c'est une des raisons. Et donc il a coupé la queue des souris, des souriceaux, bien sûr, parce que pendant un très très grand nombre de générations, et un nombre de générations suffisamment grand pour qu'il rende son tablier et décide qu'il n'y avait pas hérédité des caractères acquis. Alors, l'hérédité des caractères acquis, ça veut dire que les modifications qu'un individu acquiert, soit de façon darwinienne, soit de façon lamarckienne, sont transmises à la descendance. À ce moment-là, c'est le chemin vers l'évolution. Parce que, ça c'est jamais dans le domaine de la morphologie, donc l'histoire des souriceaux de Weissmann, ça ne s'est pas produit. Donc, ce que dit Weissmann, c'est évidemment il n'y a pas hérédité des caractères acquis, et ça mettait par terre aussi bien le darwinisme que le lamarckisme. Et en 1910, la planche de salut, c'est les mutations, découvertes par De Vries. Parce que la mutation, c'est une variation, et cette variation affecte, on dirait aujourd'hui, le génome, et donc elle est transmissible, elle est héréditaire. Donc, on avait retrouvé des variations héréditaires, donc l'évolutionnisme redevenait possible. Grand malheur. Le problème, c'est que donc, les mutations, ça a été découvert en 1910, nous sommes en 2019. Ça fait 109 ans quand même. Et entre-temps, on a observé plein de mutations et on a fait des expériences de mutations sur des êtres se reproduisant rapidement et mutant facilement. Donc en particulier, il y a eu les expériences de Morgan sur la drosophile et puis les expériences de Lansky dont on a parlé hier sur le colibacille. Et ce que nous dit Pierre-Paul Grasset, vice-président de l'Académie des sciences et titulaire à la Sorbonne de la chaire d'évolution des êtres organisés, il dit, pas de gènes nouveaux, mais une multitude d'allèles, c'est-à-dire des variantes. Et donc le genre drosophile, depuis 50 millions d'années, lui il croyait aux millions d'années, est livré à la spéciation sans montrer de tendance évolutive ni une véritable nouveauté. Il n'est rien sorti de nouveau des bocaux à drosophile. Ça veut dire il n'y a rien. Une macroévolution, zéro. Alors, autre présupposé inexact, l'arbre de la vie, mais on en a déjà parlé. En fait, cet arbre n'existe pas puisqu'il n'a que des feuilles. Toutes les parties intermédiaires entre les feuilles terminales sont de la pure reconstruction imaginaire, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a autant de reconstructions que de reconstructeurs. Et un point, je crois important, c'est la confusion entre le fonctionnement et l'apparition des êtres. On croit pouvoir expliquer l'apparition des êtres par la découverte des lois de leur fonctionnement. Alors, j'ai pris un exemple qui est celui de vous connaissez tous la Joconde, donc tableau de Léonard de Vinci. Et si on veut comprendre l'origine de la Joconde, par la science, on peut étudier la Joconde sous l'angle de la mécanique des corps souples, c'est-à-dire étudier les coups de pinceau. On peut étudier la chimie des pigments de la Joconde.
Et on peut faire ça avec plein de disciplines différentes, mais on est complètement à côté de la plaque pour comprendre l'origine de la Joconde. L'origine de la Joconde, c'est parce que Léonard de Vinci a eu une commande ou a eu envie de peindre Mona Lisa Gherardini, si vous voulez. Donc c'est une décision humaine. L'origine de la Joconde n'a rien à voir avec la chimie des pigments. Si vous voulez. Alors on peut faire des études scientifiques sur sur la Joconde, mais ça n'est pas ce qui permettra de savoir pourquoi ce tableau a été créé. Et de la même façon, si vous voulez, Deluc, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, Deluc avait bien conscience du fait que les causes transformatrices des paysages, donc l'érosion, le vent, la pluie, etc., n'étaient pas les causes permettant d'expliquer la formation des paysages. Ça veut dire qu'il y a, il faut qu'il y ait une proportion entre les causes et les effets. Et ça, c'est une chose que la géologie actualiste avait oubliée. Et évidemment, dans la foulée de on peut conclure que notre compréhension des origines, les origines c'est le thème de cette réunion, notre compréhension des origines a été faussée par le fait qu'on a prétendu exclure de notre vision du monde le concept de création. Or, le concept de création est la façon la plus simple et la plus rationnelle d'expliquer l'apparition d'un être. Dans la vie courante, on parle des créateurs. Quand on veut expliquer qu'un tableau qui n'existait pas a existé, on dit il y a un peintre qui a eu l'idée du tableau. Bon. Donc la notion de création, on l'a conservée à l'échelle humaine, alors que c'était un concept parfaitement fonctionnel, parfaitement compatible avec la science concernant l'univers lui-même entier. Alors, les raisonnements faux. Ça, là, on entre dans le raisonnement lui-même. Vous avez la confusion entre ressemblance et descendance. Alors, si vous voulez, la descendance implique une ressemblance. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la génétique pour le comprendre. Tel père, tel fils. En général, les chattes font des chatons, les chiens font des chiots, etc. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'une ressemblance n'implique pas une descendance. Ou une ascendance. Donc la ressemblance entre l'homme et la banane de 50% n'implique pas, si vous voulez, une descendance entre l'homme et la banane. Enfin, sauf peut-être dans certains cas particuliers, mais enfin, c'est vrai, il faudrait les constater. Et donc ça, c'est important parce qu'effectivement, le raisonnement évolutionniste interprète les ressemblances comme des preuves de descendance. Alors là, c'est plus subtil. L'extrapolation du contraire. Vous savez que l'extrapolation, c'est tout à fait acceptable en science. On peut, par exemple, vous savez que demain, on peut dire le soleil va se lever à, mettons, 6h45 ou 7h45 à la nouvelle heure. Mais on n'en sait rien. C'est un événement futur. Donc, on n'en sait rien. Mais on sait qu'il y a une régularité astronomique très très grande et tellement précise que dans les calendriers, vous trouvez l'heure du lever du soleil tous les jours. Bon. Donc ça, c'est de l'extrapolation, mais c'est une extrapolation légitime parce qu'elle prolonge quelque chose que l'on a bien connu dans une certaine fourchette. Donc on va au-delà de la fourchette d'observation, mais on extrapole, on prolonge ce qu'on a observé. Et Cuvier, Cuvier, qui est le fondateur de la paléontologie, qui était pair de France aussi d'ailleurs, a une réflexion intéressante. Il dit « Je sais que quelques naturalistes comptent beaucoup sur les milliers de siècles qu'ils accumulent d'un trait de plume, mais dans de semblables matières, nous ne pouvons guère juger de ce qu'un long temps produirait qu'en multipliant par la pensée ce que produit un temps moindre. Autrement dit, nous ne pouvons extrapoler que l'identique. » Or, ce que font les évolutionnistes, c'est ils observent la stabilité des espèces. Ils observent comme nous, que les chattes donnent des chatons, que les chiens donnent des chiots, etc. Et ils extrapolent, un petit peu comme Georges Wald tout à l'heure, mais si ça durait très très longtemps, alors là, c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'il y aura un animal descendant d'une chatte, mais qui ne sera pas un chaton. C'est profondément anti-scientifique.
L'extrapolation du semblable, c'est acceptable, discutable mais acceptable, mais l'extrapolation du contraire, c'est inacceptable. Alors, le fin du fin, ça c'est l'évolution par saut. Alors, ça évidemment, en langage savant, ça s'appelle la théorie des équilibres ponctués, hein, c'est-à-dire que les chaînons manquants manquent. Hein, donc, il n'y a pas les êtres intermédiaires fossiles qu'on espérait trouver. Mais ils ont existé, puisque l'évolution est un fait. Hein, c'est le raisonnement évolutionniste. Alors, comment expliquer ça? C'est facile. Puisqu'on ne les trouve pas, c'est qu'il n'y a pas eu l'évolution graduelle que Darwin espérait. Donc, il y a eu des stases. Alors, ils ne veulent pas utiliser le mot stabilité, si vous voulez, on a inventé un mot un petit peu différent, la stase. Il y a stase des espèces fossiles pendant un certain temps, et puis à un moment donné, alors suite à un changement climatique, etc., pendant une très très période, là, il y a une évolution brutale. Et comme ça dure très peu de temps, la probabilité de trouver des fossiles est infime. Donc, ils sont manquants, mais ils ont existé quand même. Ça veut dire qu'on transforme en preuve de l'évolution l'absence de preuve. C'est-à-dire, puisqu'il est peu probable de trouver les fossiles de transition, eh bien, on n'a pas besoin de les chercher. Donc, l'absence des fossiles de transition n'est pas du tout une affirmation de la théorie d'évolution. Ça, non seulement c'est un raisonnement faux, mais c'est indigne d'un esprit scientifique. Je ne devrais pas dire ça, mais on ne doit pas juger son semblable, mais on peut juger quand même les comportements, et on peut juger, sur le plan intellectuel, sur le plan rationnel, on peut juger la qualité des raisonnements. Donc, le raisonnement faux, la survie du plus apte, le surapte, c'est celui qui le plus apte, c'est celui qui survit, et ça ne veut rien dire, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Vous avez chez les êtres vivants la finalité, qui est quelque chose d'évident. L'oiseau est fait pour voler. Donc il est très léger, il a des plumes, il a des os creux, il a un cœur qui bat à 400 coups par minute, parce que c'est comme vous savez, maintenant on trouve les mêmes moteurs dans plusieurs modèles de voitures, mais simplement on augmente le taux de compression pour augmenter la puissance. Donc le cœur de l'oiseau est tout petit, mais il bat très vite, donc il va dégager une très grande énergie. Et puis vous avez quelque chose d'absolument intéressant, c'est que vous savez, une femme enceinte, elle est plus lourde. Donc ce serait plus difficile pour la mère oiseau de voler. D'ailleurs, en espagnol, on dit qu'elle est embarazada. Hein, alors, eh bien, la mère oiseau, elle dépose son œuf dans le nid, et puis elle peut voler. Elle n'a pas augmenté de poids. Donc ça, c'est un procédé tout à fait génial, qui s'explique très bien par la finalité. L'oiseau est fait pour voler, donc tout s'explique par le vol. Donc la finalité dans l'être vivant, elle est flagrante, seulement la finalité, ça veut dire une intelligence créatrice. Agir intelligemment, c'est agir en vue d'une fin. Alors, ils ont inventé toute une série de mots pour parler de la finalité sans avoir l'air d'accepter qu'il y avait une finalité. Puisque Monod estime même que l'abandon de la finalité est constitutif de la méthode scientifique. C'est pour dire à quel point on est. Alors, j'ai donné une série, l'antéléchie, chez Néjoli. Alors, télos en grec, ça veut dire but, fin. Cause non mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Téléonomie, on retrouve télos dedans. Alors, Jacob, la logique du vivant, et puis l'anti-chaos de Pifto. Bon. Mais c'est des inventions philologiques pour tourner autour du pot et ne pas admettre qu'il y a finalité alors qu'il y a finalité. Et puis le refus de conclure négativement, alors ça c'est très important. Et on l'a vu d'ailleurs dans des conférences aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ont devant les yeux les impossibilités de l'évolution. Ils ont des articles qui sont publiés, qu'ils ont consultés, qui démontrent l'évolution, et ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, Pierre-Paul Grasset, qui est quelqu'un d'admirable par beaucoup de points de vue, il n'est rien sorti de nouveau des bocaux à drosophiles. Ça veut dire que la macroévolution n'existe pas. Mais il est resté toute sa carrière titulaire de la chaire d'évolution des êtres organisés à la Sorbonne. Et Zatmary et Smith, donc ils n'ont aucun fondement théorique ni aucune donnée empirique.
mais ils n'ont pas conclu. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de macro-évolution. Alors, la charge de la preuve, bon, ça c'est chacun sait que dans sa discipline, il n'y a pas la preuve, mais comme les autres... Alors ça, c'est vrai que d'une manière générale, le scientifique il est féru de sa discipline, mais vis-à-vis des autres, c'est comme monsieur tout le monde. Donc, c'est pas anormal qu'il croit que la preuve qu'il croit à l'évolution, parce que même si lui ne voit pas la preuve, il fait confiance aux autres. Et de cette façon, la science marche par la confiance dans les autres. Bon, l'usage du conditionnel ou du potentiel, hein, c'est ce qui a fait que René Thom disait le darwinisme, c'est une théorie langagière. Hein, alors, si vous voulez, quand dans énoncés, vous voyez le conditionnel, alors ça, les exemples sont multiples, vous savez qu'on n'est pas dans la science, tout simplement. Alors, on n'est pas dans la science, et la preuve, c'est qu'on croit à l'évolution. On ne croit pas au principe d'Archimède. Le principe d'Archimède, tout le monde peut le constater, c'est quand on plonge un corps dans l'eau, il y a une poussée verticale égale au poids de l'eau déplacée. C'est un principe, mais très solide, et il n'y a pas besoin d'y croire. Donc, ça, c'est important. Et on arrive maintenant, mais très rapidement, il y a une autre raison qui fait que l'évolution continue d'être promue, etc., que beaucoup de scientifiques qui n'ont pas les preuves, hein, d'ailleurs, de toute façon, aucun n'a les preuves, c'est très facile, mais continuent à faire comme si ils y croyaient, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où 98% des scientifiques sont des salariés et ils ont besoin de vivre dans leur société. Hein. Donc, il y a un consensus. Alors, ce consensus est apparent, il n'a jamais existé, mais il sert à écarter. Et donc, quand un article écrit, même pas écrit par Johnson Ford, est publié dans une revue savante, à 17 000 requêtes, ce qui est considérable, cet article n'existe pas. Il n'est pas repris par personne, etc. Donc ça, c'est le mauvais côté du consensus. Et autre aspect, bon, l'argument d'autorité, si vous voulez. L'argument d'autorité, alors c'est un argument qui a sa valeur, si vous voulez, parce qu'il faut respecter le savoir. Il faut respecter les gens qui ont passé des dizaines d'années à acquérir un savoir parfois considérable, hein, mais en même temps, il faut savoir que l'affirmation « c'est vrai parce que je vous dis que c'est vrai », sur le plan rationnel, ça ne vaut rien. Or, l'argument d'autorité, il est très fréquent en matière d'évolution et il a pour conséquence l'exclusion des opposants. Alors, je vous ai donné 3 exemples. Enfin, Jean-François Morel, c'est quelqu'un qui était chercheur au CNRS. Il avait fait en plus sa thèse c'était une thèse sur l'évolution. Donc, il était évolutionniste. Hein. Et puis, évidemment, il a réfléchi et il a écrit un livre, que j'ai vu qu'il était en vente à la sortie d'ailleurs, contre Darwin. Et de ce fait, sa position au CNRS est devenue intenable et il a été obligé de partir. Richard Vanterberg, c'est un petit peu la même chose. C'est un Américain qui travaillait à la Smithsonian Institution. Il avait 2 doctorats. Il était directeur d'une revue de biologie dans lequel a été publié un article qui n'était même pas de lui, mais un article qui était anti-darwinien. Ça fait il y a eu tout un drame, enfin, il y a eu toute une affaire. Il a été obligé de quitter le Smithsonian Institution. Le bon côté, dans son cas, c'est qu'il a fait reconnaître par le Sénat américain que c'était un cas de harassment, c'est-à-dire de harcèlement. Hein, et puis le cas de Armitage qui est intéressant, qui est plus récent. Alors c'est intéressant parce que c'est lié avec les tissus mous de dinosaures dont on a parlé cet après-midi. Donc Armitage, dans ses compétences de biochimiste, avait fait une analyse avec publication sur les tissus mous de dinosaures et il a été exclu de l'université à cause de la séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution américaine.
C'est-à-dire, on l'a accusé d'enseigner la religion, alors qu'il avait publié des études, des analyses de chimie, de biochimie sur les tissus mous de dinosaures. Alors, dans son cas, ce qui est amusant, c'est qu'il s'est quand même défendu. Ça a été au tribunal. Et ça s'est conclu à l'américaine, c'est-à-dire que l'université avait quand même conscience du fait que sa position n'était pas défendable, et elle a fait une transaction. Donc il n'a pas été réembauché, mais il a eu un dédommagement qui lui permet de vivre quelques années tranquille. Mais ça, c'est la science telle qu'elle se fabrique aujourd'hui. Bon, le professeur Robichon, je vais passer parce que mais c'est simplement pour dire la même chose, c'est-à-dire que non seulement il y a un faux consensus, mais ce faux consensus permet de passer sous silence les faits qui dérangent, passer sous silence les articles qui dérangent et d'exclure les opposants. Donc c'est la loi du silence. Et d'ailleurs avec cette phrase de Jean Rostand, Jean Rostand était membre des deux académies, Académie des sciences, Académie française. Et c'est quelqu'un qui écrit très bien. Et c'est à lui qu'on doit la très belle formule « L'évolution est un conte de fées pour grandes personnes », que je vous conseille de noter, parce que c'est bien dit et c'est profondément juste. Je croyais qu'un savant était quelqu'un qui cherchait la vérité. J'ai découvert que souvent, un savant est quelqu'un qui cherche une place. Alors, il ne faut pas... Bon, on est tenté de rire, de s'amuser, mais c'est pas... si vous voulez, aujourd'hui, le savant, le scientifique, c'est un salarié qui a une famille à faire vivre et qui doit... Il n'y a rien de méprisable là-dedans, hein, et donc il est amené à faire des compromis. Et il faut l'accepter, mais il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience de ce que ça représente pour le fonctionnement de la science et pour le degré de confiance qu'on doit accorder aux productions de cette science. Voilà, donc il est temps de conclure. Je vais même dépasser d'1 minute, là, mon temps. Donc, vous voyez, je suis en... Alors, chose importante. Pour savoir si on est dans la science ou pas dans la science, la première chose, c'est de regarder le langage. Hein. Est-ce que les mots ont un sens précis? Est-ce qu'un usage invariable? Donc, et ça, rien que ce critère permet de dire qu'avec l'évolution, on n'est pas dans la science. Hein. Et il n'y a pas de budget publicitaire pour le principe d'Archimède. Hein. Il n'y a pas besoin, d'ailleurs. Pourquoi faut-il un budget publicitaire gigantesque pour l'évolution? Ça, c'est quand même une question qu'on a le droit de se poser. Et la réponse, elle est très simple. C'est parce que l'évolution, c'est tout simplement... C'est pas une théorie scientifique, c'est pas un fait. C'est la projection sur la nature du mythe du progrès. C'est-à-dire que fin XVIIIe siècle, XIXe, on a cru à fond au mythe du progrès, que c'était une loi de la nature, de cette complexité croissante, cette progression, c'était une loi de la nature, et donc nécessairement, elle s'appliquait dans la nature vivante, comme chez les hommes. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi bien chez Spengler, hein, qui est l'inventeur du mot évolution. Donc l'évolution, c'est la projection sur la nature du mythe du progrès, et qu'est-ce qu'un mythe? C'est une force qui agit sur les esprits. C'est très puissant. Donc il ne faut pas s'étonner de la puissance de ce mythe et de la difficulté qu'il y a à se débarrasser de l'évolutionnisme. Mais on peut le faire. Et si on le fait, comme l'a fait Sermonti, eh bien, la conséquence est la suivante. Et je lis sa formule, hein, qui est donc Sermonti, qui était... longtemps directeur de la revue biologique italienne, enfin, qui est un biologiste de premier niveau, qui s'est libéré du pesant conditionnement de l'évolutionnisme et un conditionnement des esprits, éprouve un sens de sereine réalité. Cet état de caractère transitoire, provisoire, inaccompli, qui obsède tout le monde de l'évolution, se transforme en un grand repos en face de la dignité de nouveau acquise des formes. Un grand repos en face de la dignité de nouveau acquise des formes. On n'est plus troublé par le cauchemar d'être laissé en arrière de l'existence, de devoir poursuivre l'avenir. Ça, c'est une phrase merveilleuse, à la fois tragique, parce qu'on voit dans cette phrase tout ce qu'on manque
quand on reste dans la vision évolutionniste du monde, mais en même temps, on voit que des gens, on peut en sortir, et au contraire, quand on en est sorti, alors là, on peut admirer l'univers, on vit dans des formes intelligentes, on est dans un monde qui a un sens.